Bonjour à tous. Donc, eh bien, je vais vous présenter quelques espèces récoltées en 2024. Hein, pas tout. Je pense qu'il y aura surtout des espèces assez intéressantes. Je m'excuse d'emblée pour vraiment les débutants, parce que je pense que cette année 2024 a été très arrosée. Et contrairement à ce que l'on peut croire, il y a eu beaucoup de champignons, et beaucoup de champignons très intéressants. Surtout, on verra par chez nous, donc en Île-de-France, mais dans toute la France, des champignons qu'on n'était pas vraiment habitués à récolter. Alors, l'année commence un peu mal pour moi, parce qu'en forêt de Sénart, donc très près des endroits où j'herborise couramment, donc on est aux 4 chênes, et ici, donc, le chêne Cécile de Sénart, qui avait entre 550 et 600 ans, est tombé au mois de janvier à cause déjà de sa vieillesse. Hein, je pense qu'il avait mal supporté les années sèches précédentes. Le tronc était tout creux et ma foi, c'est un vieil ami de 50 ans ou plus qui nous abandonne. Alors pour l'instant, il est toujours sur place. On a demandé à ce qu'il reste sur place. Je pense que ce vieil éléphant là va rester au carrefour des 4 chênes. Donc voilà, comme d'habitude, on va commencer donc au début de l'année et puis dans un ordre simplement chronologique, on va essayer d'aller jusqu'au 31 décembre. Alors, début de l'année, généralement au mois de janvier, je vous présente soit des ascomycètes, soit des aphylophorales qui poussent sur le bois. On retourne des morceaux de bois. Et bien là, simplement, j'étais dans mon jardin et j'avais trouvé ce champignon, donc au mois de janvier, malgré quelques petites gelées. Ce champignon, bon, qui a des lames un peu blanchâtres, mais les lames vont rosir. C'est en fait un anthollum. Donc c'est un anthollum, je l'ai travaillé et je n'arrivais à rien. Et j'ai dit à François, je pense que c'est peut-être une espèce nouvelle. Donc on a fait la biologie moléculaire et la biomol nous a dit, cet anthollum s'appelle Psamophilo-Hébès. Psamo c'est le sable, philo qui aime, et Hébès c'est tout un groupe de champignons qui s'appelle Hébès. Alors, dès qu'il m'a donné, François Valade m'a donné ce nom-là, je lui ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible, ce champignon a été décrit, Psamo, donc a été décrit dans le sable, en bord de mer. Je lui ai dit, chez moi, j'ai pas la mer, je le saurais, hein, si j'avais la plage. Non, j'habite à 20 km au sud de Paris. Et puis, Hébès, eh bien, on connaît, hein, le groupe Hébès, Hirtipes, ce sont des revêtements de chapeau qui sont tout lisses. Ici, quand on grossit, le revêtement du chapeau est tout tomenteux, velouté quasiment. Donc on va chercher ça du côté de Anthollum jubatum, plebeium, hein, ce sont des champignons, rhésutum, ce sont des anthollums qui ont des cuticules veloutées comme cela. Alors que les bêches, généralement, ils sont très glabres. Je lui dis, mais c'est pas possible, on n'est pas dans ce groupe-là. Et puis il me dit, écoute, la biologie moléculaire le donne vraiment tout à fait près de ce Psamophilo-Hébès. Alors je regarde la microscopie et je me dis, mais finalement oui, la microscopie est bonne. Et je retrouve ce champignon-là plus tard, et le chapeau était beaucoup plus glabre. Et je me suis dit, j'ai compris, en fait les Espagnols ont trouvé ce champignon-là près des dunes, du côté de Bilbao, il y a une dizaine d'années environ, et dans la description originale, on peut voir qu'il y a marqué quand même qu'il y a quelques rares fibrilles. Alors que, bah, moi, comme vous l'avez vu avant, le champignon était très tomenteux, hein, très velouté. Ce qui veut dire que, évidemment, dans le sable, avec les embruns et tout ça, le chapeau, toutes les fibrilles ont tendance à disparaître. Et donc, ils avaient décrit ce champignon comme étant quasiment glabre, avec quelques rares fibrilles. Et donc, c'est bien ce Psamophilo-Hébès que j'ai trouvé donc au mois de janvier, et vous verrez au 31 décembre aussi de cette année. Et vous l'avez en exposition, parce qu'il a l'air de pousser en hiver chez nous, enfin du moins dans mon jardin, et je vous ai amené un exemplaire de ce champignon qui a poussé il y a une quinzaine de jours et qui est en excellent état encore. Ici, on retourne quand même du bois, on est au mois de janvier, février, mars, évidemment. Donc, voici un petit corticier avec des petites dents qui poussaient sur du feuillu en forêt de Sénart, sans doute un peu plié. Et donc, on y voit des petites dents qui sont soit pointues, coniques, ou alors un peu aplaties. On dit qu'elles sont légèrement spatulées, hein, en forme de spatule. Et donc, ce champignon tout blanc, bon,
ne peut pas être déterminé directement sur le terrain, donc on va faire la microscopie. Et donc voilà, au microscope, donc on trouve des cystides ici qui sont de forme soit un petit peu appointie, soit relativement arrondie, et qui sont munis de, vous voyez, de cristaux sur la surface, c'est ce qu'on appelle des lamprocystides. Donc là, on voit aussi, ça ce sont des spores, les spores des champignons, qui sont un peu en forme de haricot, un peu en forme de rein, dites réniformes. Et donc, bon, la structure est dimitique, je m'excuse pour les termes un peu techniques pour certains, mais c'est comme ça qu'on est obligé de parler. Et donc, on arrive dans le groupe du genre Stecherinum. Et dans les Stecherinum blancs, alors on connaît bien Stecherinum ocraceum qui est coloré, la plupart des Stecherinum sont colorés. Il y en a assez peu de blancs, il y en a un ou deux simplement qu'on peut trouver en Europe. Et celui-ci s'appelle Oreophyllum. Alors, Oreophyllum, ça veut dire qui aime la montagne. Effectivement, c'est un champignon qui vient essentiellement en montagne. J'ai regardé sur Fongibase. Fongibase, donc c'est une base de données qui donne la répartition de quelques champignons au niveau français. Il n'y a pas toutes les récoltes françaises, mais une partie. Et effectivement, ce champignon est signalé juste sur le site de Patrice Tanchot, du côté de la Charente. Et puis, donc, cette récolte de la forêt de Sénart, la plupart des autres récoltes sont en montagne ou en collinéen. Et donc, celui-ci a des spores qui sont un peu plus grandes que la plupart des Stecherinum, qui ont des spores qui ne dépassent pas 5 microns. Ici, on est au-delà de 6, 6,5. Donc, il est facile à déterminer, en fait. Ici, vous reconnaîtrez sans doute le genre Melanoleuca, bien sûr, ouais. Donc, c'est un genre qui est assez compliqué. C'est pas Alain Champagne qui nous dira le contraire. Et par contre, celui-ci est très facile à déterminer sur le terrain. On est ici à Fontainebleau, sur un terrain sablonneux. Et dès qu'on récolte ce champignon, par réflexe, évidemment, on va le sentir. Et il a une odeur très, très agréable. Il a une odeur d'iris, d'où son nom. Il s'appelle Melanoleuca iris. Alors, c'est un champignon que j'avais déjà trouvé sur le littoral vendéen en particulier, c'est-à-dire dans les dunes, en bordure de mer. Et là, à Fontainebleau, on a des dunes fixées, des terrains très très sablonneux, où on trouve une flore et une fonge qui est à peu près analogue à ce qu'on peut trouver sur les littoraux, donc que ce soit méditerranéen ou atlantique. Ici, un petit champignon. Alors, ce qu'on peut voir ici, ce sont des écailles de cônes de conifères. Donc vous voyez que le champignon n'est pas gros, ça fait moins d'1 centimètre évidemment. Et donc on voit, c'est un ascomycète donc, qui se creuse au centre, qui a un petit pied. Et donc on est dans le groupe des Ciboria. Et ici il s'appelle Ciboria rufo-fusca. C'est un champignon qui vient sur des écailles de sapin en fait. Et là on est en Essonne, c'est une plantation de sapin. Et donc, ce champignon printanier vient assez régulièrement, au mois d'avril-mai, en quantité, généralement, pas facile à voir, parce que des fois, il est quasiment caché sous les cônes de sapin. Ces cônes qui ont tendance à vite se détériorer, et puis à laisser comme ça des écailles au sol. Et quand on retourne les écailles, eh bien, on trouve ces petits ciboria. Donc, c'est un champignon essentiellement montagnard aussi, puisque les sapins sont essentiellement montagnards, à part les plantations qu'on peut avoir en plaine. Alors ici encore un ascomycète avec un petit pied, comme on peut le voir ici, un tout petit pied. Et là, c'est pas un arbre, c'est une plante. Donc vous dire que le petit champignon qu'on voit là, il n'est pas très gros. En fait, on est sur une tige de renouée du Japon. Et donc, c'est une canne, en fait. Les cannes de renouée du Japon, en fait, donnent beaucoup de champignons. Il suffit de prendre les cannes qui ont déjà 1 année, voire 2 années. C'est-à-dire que les cannes, vous savez, ont tendance à tomber l'année suivante. Et quand on gratte un peu, on essaie de prendre en dessous les cannes qui sont plus anciennes, qui ont 2 ans d'existence, par exemple. Et on va trouver pas mal de petits ascos. Là, ici, par exemple, on trouve des pyrotéas. Donc, ce sont des petits champignons qui ont des poils noirs, qui sont très très jolis et assez rares. Et ici, ce champignon est un lacnum. On voit donc la face extérieure qui est poilue, munie de poils incrustés.
Et là, les spores font 6-7 à peu près par 2, ce sont des petits bâtonnets, c'est un peu classique dans les lacnomes. Et il y a des paraphyses qui sont lancéolés, c'est-à-dire qui sont appointis au bout. Et l'ensemble de ces caractères, et le fait qu'ils poussent sur renoué, eh bien, donne ce lacnum rénutrouillé. C'est un nom qui n'est pas déposé encore, mais qui est reconnu par Barral, donc le spécialiste, on peut dire, mondial des ascomycètes. Et si vous allez sur le site Ascosenberg, par exemple, où il y a beaucoup d'ascomycètes, vous verrez plusieurs récoltes de ce lacnum, donc trouvé sur renoué du Japon, mais d'après Barral, pas que. Il peut venir ailleurs. Alors, c'est un petit champignon que j'ai trouvé dans mon jardin. En fait, le support ici, c'est le bout d'une tige de tilleul, non pas tilleul, de lilas. Donc on doit être au mois d'avril-mai. J'étais en train de couper le bout des... Donc c'est sur l'arbre, hein, j'étais sur un escabeau, et donc le bout des branches de lilas, j'en veux pour le tilleul, de lilas donc dans le jardin, donc des branches, des branchettes, hein, on peut dire, qui font à peu près 2 mm, 3 mm de diamètre. Et donc, il y avait ces tout petits champignons hein, qui ne dépassent pas 1 mm et demi de diamètre. Hein. Donc ici, on peut voir une face externe avec des poils, et puis une face, la face fertile ici, qui est un peu grisâtre. Alors déjà, on se pose la question, est-ce un ascomycète ou un basidiomycète? Bonne question. Alors évidemment, au microscope, on voit facilement que c'est un basidiomycète. Donc, on est dans le groupe des Siphèles, des Siphèlacées, effectivement. Alors ici, les poils sont blancs, et puis à l'intérieur, c'est grisâtre. Alors on peut penser à une siphèle qui est relativement commune, qui s'appelle l'Acnella alboviolacens, mais on aurait ici des couleurs qui sont gris violeté, hein, qui sont vraiment bien visibles. En fait, il y en avait quand même qui poussaient sur ce morceau de poil en mélange avec ceci. Alors ceux-ci ont des poils blanchâtres, mais quand on regarde ici, on s'aperçoit que les poils ont tendance à devenir un peu ocre-brun. Et puis en cherchant un peu, on va trouver un champignon mûr, un peu plus mûr, avec donc les poils qui brunissent. Alors dans la plupart des... Alors il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans la nature, dans la littérature de cette espèce, et à chaque fois on le voit brun. Personne ne dit qu'il pousse avec des poils blancs. Bon, j'ai eu la chance de le trouver dans mon jardin, et donc de voir qu'au départ, les poils étaient blancs. Et donc, voilà, au microscope, dans l'eau, on voit bien que ce sont des poils qui sont brunâtres, hein, très incrustés, avec des bouts qui sont plus ou moins arrondis, enfin pas pointis du moins. Donc ces poils sont très nombreux et très longs. Et donc, ce champignon dans la littérature a été nommé Mereina, hein, sans doute en hommage à M. Maire ici, Mereina monaca. Et depuis, on peut dire l'an dernier, depuis 2023, des mycologues brésiliens et puis tout un tas de mycologues du monde entier se sont mis à étudier ce groupe-là et ont trouvé que, eh bien, il sortait. Alors déjà, on a essayé de trouver le type, parce que ce champignon avait été décrit de la région de Toulouse. Et puis, il n'y avait pas de type. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un épitype. Comme je vous l'ai dit, c'était toute une brochette de mycologues du monde entier qui travaillaient là-dessus et qui ont donc interrogé les Français pour avoir un type assez proche de Toulouse. Alors, vu du Brésil en particulier, ils se sont dit, bah, on va chercher en France, évidemment. Et donc, eh bien, il se trouve que notre ami Angelo Mombert avait trouvé ce champignon aux Journées du Cantal en 2021. Et donc, ils ont fait un épitype, hein, donc c'est-à-dire un nouveau type, hein, pour simplifier, donc qui a été trouvé dans la région. Et ils ont pu faire la biologie moléculaire et montrer qu'il tombait dans le clade des Merismodes. Bon, c'est pas tout à fait normal, hein, si on connaît les Merismodes, ils ont effectivement des poils bruns comme ça. Hein. Il y a Merismodes anomala, par exemple, qui a des poils tout bruns sur le pourtour. Et donc, cette espèce a donc été rebaptisé en 2023 Merismodes monaca. Alors ici, c'est pour faire plaisir à Patrice, donc un inocyte qui pousse donc à Fontainebleau et qu'on trouve aussi beaucoup dans les dunes du littoral, hein, que ce soit aussi bien dans le Pas-de-Calais que sur la côte vendéenne.
Alors ce champignon est relativement facile à déterminer sur le terrain. On est bien un petit peu poudré, mais à peine dans le haut. Il est surtout il devient très rimeux à la fin. Bon, là, les exemplaires sont bien jeunes. Hein. Et surtout, disque, il a toujours cet aspect blanc qui reste malgré l'érosion dans le sable. Hein. Marcel Bon l'appelait le Fujiyama. Ouais, parce que il reste toujours blanc au disque, au chapeau. Alors, donc il fait partie des rimosés, dans le groupe des rimosés, hein, le groupe de Fastigata. Donc on a des cystides évidemment qui ne sont pas méthyloïdes, hein, ce sont des cystides sans cristaux, et donc il s'appelle Inocibé arenicola. Donc on le trouve aussi bien sur sable de l'intérieur que sable du littoral. Il est relativement commun dans sur le littoral atlantique par exemple. Ah, ici un petit coprin. Vous voyez, par rapport à la grandeur des feuilles, ici, on voit que le chapeau fait à peu près 1 cm de diamètre. Un petit coprin, bon, j'aime bien les petits coprins, vous le savez. Donc, on va regarder sur le terrain, que sur le chapeau, par exemple, il n'y a aucun voile, hein, c'est-à-dire on ne va pas voir de petits cristaux, on ne va pas voir de filaments, donc on n'est pas dans le groupe des Nivei ou dans le groupe de ceux qui sont filamenteux sur le chapeau. Le pied est tout glabre. Et évidemment, avant, il faisait partie de la section des glabris, qu'on appelle maintenant le genre Parasola. Donc c'est un Parasola, effectivement. Donc tous les Parasolas ont des spores différentes. Donc avec habitude, quand on les travaille beaucoup comme je le fais, eh bien, on trouve des spores qui sont très différentes. Ici, la spore, elle fait à peu près de 15 à 17 microns de long. C'est-à-dire qu'elle est très très longue pour un coprin. Et vous voyez qu'elle a une forme un petit peu triangulaire arrondi, là. Ce qu'on voit ici, c'est le pore germinatif, qui est largement excentré, hein, on le voit ici, là, ou là. Et donc, ces spores, alors, des grandes spores comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans les coprins, il y en a un qui s'appelle Megaspermus, qui vient dans des endroits très très riches, il peut être même coprophile, hein, venir sur des excréments sur du crottin de cheval, par exemple. Mais Megaspermus a des spores qui font 17 microns de long, mais qui font que 10, 11 de large. Alors qu'ici, on a des spores qui font 17 de long, mais qui vont jusqu'à 15 microns de large. Ce qui veut dire qu'au point de vue volume, c'est le coprin qui a le plus gros volume de spores. Enfin, la spore la plus volumineuse. Et son nom s'appelle Hercules. Hercules, c'est pas par rapport aux dimensions du champignon, c'est évidemment par rapport aux dimensions de la spore. Ici, un petit champignon saprophyte, trouvé à Villefermois, donc en Seine-et-Marne, avec un chapeau qui fait 1 jusqu'à 2 cm de diamètre, ici pour le plus gros. Et puis on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de chair. Vous voyez qu'il y a un petit chapeau qui est plissé, qui est brun rouge au départ, et puis qui a tendance à s'éclaircir en vieillissant. Donc la chair, entre les lamelles et puis la cuticule, on peut dire qu'il n'y a pas de chair, quoi. Il est vraiment très très fin. Le pied peut être un petit peu poudré dans sa partie supérieure. Et donc on est dans les Marasmiacées, hein, dans les colibris, dans les Gymnopus maintenant, il s'appelle maintenant Gymnopus terginus, hein, il avait été classé dans les Marasmus du temps de Romagnésie, ensuite dans les Colibia, peut-être qu'il reviendra Colibia un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, Gymnopus terginus. Alors, il vient souvent dans la hêtraie ou dans la chaînée, quoi, souvent quand il y a beaucoup de feuilles, une belle épaisseur de feuilles. Alors, voici un champignon qu'on a trouvé donc à Villefermois sur des troncs couchés donc, de Chamaecyparis. Qui sont tombés, des vieux, on peut dire, cyprès, il s'appelle le faux cyprès, si je ne m'abuse, Chamaecyparis. Donc ce sont des arbres qui faisaient 50-60 cm de diamètre et qui sont tombés. Et avec la pluviosité qu'on a eue cette année en 2024, eh bien les troncs étaient gorgés d'eau. Donc on a trouvé des espèces qu'on ne trouvait pas vraiment les autres années. Vous savez que d'habitude, on a à peu près 600 mm, comme j'ai dit, en région parisienne, et là, cette année, on a dépassé les 1000 par endroit, les 1000 mm. Donc, en fait, on trouve des espèces qui sont plutôt montagnardes, hein, parce qu'en montagne, il pleut généralement plus qu'en plaine, surtout plus qu'en Île-de-France, et donc on a trouvé des espèces montagnardes. Ici, vous voyez des lames très très jaunes, donc on est dans le
Patrice vous l'a donné, donc je ne vais pas l'expliquer, dans les Trichonomopsis. Et donc ce Trichonomopsis, alors on connaît évidemment Rutilans, hein, qui a un chapeau avec des squames rouges violacés, aussi des squames sur le pied. Ici on voit que le pied il est lisse, il est jaune. Et puis ici les dimensions sont vraiment modestes, hein. C'est un petit champignon qui fait 4 cm de diamètre, hein, très élégant, très joli, avec des petites squames rouges. Alors en montagne, on connaît un autre Trichonomopsis qui a des squames qui sont brunâtres et qui s'appelle Trichonomopsis decora. Donc decora, très commun en montagne. Et celui-ci, même en montagne, il est très rare. Alors on le trouve très rarement en plaine, parce que, eh bien, pour des questions sans doute d'humidité, hein, souvent la montagne est beaucoup plus arrosée que la plaine, et ce qui explique que ce champignon, eh bien, on l'a trouvé cette année alors qu'on ne l'avait jamais vu en Île-de-France. Alors, à proximité de des champignons qu'on vient de voir, eh bien, encore dans les mêmes conifères, on a trouvé ce champignon avec une marge débordante, des pores qui sont un petit peu décurrents, qui sont peu bleuissants. Vous voyez ici, il a été frotté. Alors, de loin, de dessous, on pourrait penser à Xerocomus leonis, hein, par exemple, qui s'appelle aussi Moravicus. Hein. Ça lui ressemble vaguement, mais ici, on n'a pas les poils, le velu, le chapeau est complètement lisse. Et donc, on est dans le genre Buckwaldoboletus. Alors, Buckwaldoboletus, ce sont il n'y a pas beaucoup d'espèces là-dedans, on en connaît 2 en France. Buckwaldoboletus linicola, donc il poussait au pied d'une chandelle d'un arbre qui était cassé, hein, d'un conifère. Alors, il peut pousser aussi sur des conifères qui sont couchés au sol. Hein. Et donc souvent, ce champignon a tendance à pousser en association, on peut dire, parce que c'est difficile de dire autrement, avec le Phaeolus schweiniti. Et c'était le cas ici, à moins de 10 mètres de cette récolte, eh bien on a trouvé des Phaeolus schweiniti. Et apparemment, les 2 champignons peuvent pousser sur le même tronc d'arbre, à la même époque, on peut dire en même temps. Alors, il y a un autre Buckwaldoboletus qui avait été souvent confondu avec celui-là, mais qui s'appelle Hemichrysus. Mais c'est une grosse espèce qui fait au moins 20 cm de chapeau, parce que ici le chapeau fait 5-6 cm. Donc Hemichrysus on le trouvait souvent dans la sciure de conifères. Alors je parle au passé, parce que la sciure de conifères, maintenant, dans les scieries, généralement, la sciure, elle est récupérée, elle est vendue. Alors qu'avant, on voyait des gros tas de sciures, hein, il y a 20-30 ans, quand on se promenait dans les sciures, surtout en montagne, on voyait des tas de sciures, et sur ces tas de sciures, on trouvait plein de champignons, dont ce fameux Hemichrysus, qui est plutôt gras dessus, et puis qui a tendance à bleuir énormément. Donc les 2 champignons font partie ont le même nom de genre, mais sont bien distincts l'un de l'autre. Ce sont des champignons peu communs, hein, donc le Hemichrysus, par exemple, descend assez peu en plaine. Oui, les deux se ressemblent. Dans la sciure, souvent, oui, on voit un mycélium se balader très très loin, évidemment. Alors ici, des Craterellus qui sont toutes jaunes au départ. Alors cette année, on en a eu beaucoup. Je pense que c'est dû à l'humidité abondante qu'on a eue. Hein. Donc ce champignon est tout jaune au départ, avec des plis peu nombreux, pas trop bien formés. Et il a tendance à un petit peu noircir assez plus ou moins rapidement. Hein. Donc ce Craterellus s'appelle Craterellus qui noircit Melanoxeros. Donc Melanoxeros, donc il y en a eu beaucoup cette année, hein, sans doute grâce à l'humidité, on peut dire. Donc il y a une autre espèce qui est très proche, qui s'appelle Iantinoxanthus, qui a des plis qui sont lilas, un rosé lilas, et qui ne noircit pas du tout. Le problème, quand ils sont jeunes comme ça, c'est que le noircissement, il n'est pas évident, et des fois, même le lendemain, le champignon n'a encore pas noirci. Donc c'est pas évident à les reconnaître. La microscopie ne nous donne pas beaucoup de différence. Simplement, il y a une réaction au phénol sur Iantinoxanthus qui doit prendre des colorations orangées brunâtres avec le phénol. Voici un petit champignon qui nous a été amené par Chantard. Tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles pas?
Donc c'est un champignon que tu avais amené à la SMF, donc au mois de, je sais pas, au mois de septembre, octobre peut-être, que tu avais dû trouver, si je me rappelle bien, sous un cèdre, dans un parc. Ça dit quelque chose? Ouais. Et donc, ça vient des Yvelines, ce petit champignon. Donc, tu nous l'avais amené ici avec Maxime Chiaffi, donc on avait regardé, on avait vu, bon, tout de suite que les lames sont libres, blanches, donc on est dans les lépiotacées, évidemment, et on va aller tout de suite dans les leucoagariques. Et puis, donc, on peut remarquer qu'ici, il y a un mamelon qu'on appelle gélifié. C'est-à-dire que déjà, il est un peu dur quand on met le doigt dessus, et puis il a tendance un petit peu à être un peu gras comme du beurre. Mais surtout, quand on fait à la microscopie, on voit une cuticule qui est gélifiée. Alors, pour ceux qui font du micro, cuticule gélifiée, ça veut dire que ce revêtement est, disons, congophobe, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le rouge Congo, par exemple, parce que c'est un espèce de gélin. Donc les ifs sont noyés dans du gélin qui ne prend pas les colérants. Alors, donc, sous le microscope, vous avez l'impression d'avoir une préparation qui est mal faite, qui n'est pas propre, ou que, en fait, on voit rien, on voit presque rien, hein, et c'est ce qu'on appelle une cuticule qui est gélifiée. Alors, on était tombé tout de suite dans le groupe des Rubrotinctus, hein, et on avait dit, bon, il y a un leucoagaricus qui s'appelle Rubrotinctus, qui est une espèce qui vient dans les serres, qui est rouge comme ça, mais que, a priori, moi, j'ai jamais entendu parler qu'on l'a, enfin, si, une fois j'ai entendu parler qu'on l'a trouvé dans la nature. Mais normalement, c'est une espèce d'essai. C'est une espèce qu'on trouve aux États-Unis, par exemple, en extérieur assez couramment. Et donc, on était parti sur le groupe de Purpureorimosus, Glabridiscus. Et en fait, j'ai repris ce champignon tranquillement à la maison. J'ai refait la microscopie et en fait, son nom, c'est Rubro confusus. Alors c'est une espèce que, évidemment, on avait cherché dans le DM spécial de Marcel Bon, et celle-ci, cette espèce n'est pas décrite, elle a été décrite 2 ans ou 3 ans après que Marcel Bon ait terminé son document mycologique spécial sur les lépiotes, et c'est Migliosi qui a décrit cette espèce. Alors Rubro confusus, ça veut dire, eh bien, pendant longtemps, on l'a confondu avec Rubrocintus, mais en fait, les caractères microscopiques sont assez différents. Les spores sont pas exactement pareils. Hein. Dans Rubrocintus, on va avoir l'extrémité des spores qui est un petit peu étirée. Et donc, à l'époque, ce champignon, je l'ai pas reconnu cette année, je l'avais trouvé il y a une trentaine d'années dans les Pyrénées-Orientales en quantité. Il avait beaucoup plu au mois de septembre dans les Pyrénées-Orientales et j'en avais trouvé plein. Et à l'époque, j'avais hésité entre les deux espèces. Et j'avais même demandé à Elsa Velligna, la spécialiste mondiale des lépiotes, de m'envoyer une vraie Rubrotinctus des États-Unis, de manière à comparer cette espèce-là avec Rubrotinctus, parce que Marcel Bon n'était pas d'accord avec moi, il m'avait dit « je ne vois pas de différence avec Rubrotinctus ». Et j'avais dit « Marcel, est-ce que tu as bien regardé le type de Rubrotinctus, parce que franchement la micro est différente ». Donc voilà, cette Rubro confusus, bravo Chantal d'avoir trouvé ici, j'espère qu'on la retrouvera parce que je ne connais pas d'autres récoltes que celles qui ont été faites dans les Pyrénées-Orientales. Ici, un champignon relativement, je peux dire commun quand même, on va le trouver assez souvent en montagne, il vient dans la hêtraie. Un champignon qui vient dans la hêtraie, nous étions un petit groupe à être allés en forêt de Compiègne. On peut dire qu'on a marché dessus, on en a vu des milliers de ce champignon. À Compiègne, il est connu depuis j'allais dire toujours, depuis 30 ou 40 ans. On le trouvait dans le nord de l'île de France. Donc ce champignon ressemble un petit peu à une mycène, avec un pied très blanc, des lamelles très très blanches. Alors vu de loin, oui, ça peut ressembler aussi à Xerula radicata, si on veut bien, hein, un petit peu. Et donc ce champignon vient dans la hêtraie, soit sur le bois, soit directement sur les feuilles au sol. Hein. Et ce champignon donc s'appelle Hydropus subalpinus. Alors je voulais vous en parler tout simplement, c'est pas par sa rareté, c'est simplement parce qu'on avait remarqué que depuis 20-30 ans, il poussait dans le nord de l'île de France, on le trouvait dans l'Oise, dans l'Aisne, il le trouvait aussi dans le nord de la France, et puis il y a 7 ou 8 ans, on l'a trouvé au bois de Vincennes. Alors, le bois de Vincennes qui a été visité pendant, j'allais dire depuis que la Société mycologique existe, hein, puisqu'on a eu des mycologues de l'Île-de-France qui sont allés, l'avaient jamais vu.
Donc il y a 7-8 ans, on l'a vu au bois de Vincennes, ce qui veut dire que du nord de l'île de France, il est descendu au bois de Vincennes. Et cette année, il a été trouvé ici à Villefermois, c'est-à-dire au sud de l'île de France, à Melun. Alors, est-ce dû à l'humidité qui était plus importante? En tout cas, on peut penser que l'espèce a tendance à descendre. Alors, on dit qu'avec le réchauffement climatique, les espèces ont tendance à remonter. Ici, pour cette espèce qui pousse vraiment, là, c'est à Villefermois. Donc, Villefermois, c'est une forêt qui est très, très visitée aussi par les mycologues. Donc, on peut penser que l'espèce a tendance à descendre. Puis peut-être que dans 1 an ou 2, les copains de Lyon ou de Lorraine nous diront qu'ils ont trouvé cette espèce. Alors, un champignon encore qui pousse sur conifères couchés au sol. Donc, un champignon avec des lames jaunes. Vous voyez, l'ensemble du champignon est ici jaune-brun avec une marge enroulée, puis des lames qui sont jaunâtres. Vous avez une idée du genre? Pardon? Non, c'est pas un gymnopile, non. Non, c'est un petit genre. Si je vous dis que, si on met, alors les spores sont blancs, blanc, blanc, blanc crème, et si on met de la potasse sur le champignon, il devient rouge. Pardon? Non. Patrick, oui, ça rougit quand on met de la potasse ou de l'ammoniac. C'est un callistosporium. Callisto, ça veut dire joli, et puis spore, joli, ça veut dire que dans la préparation microscopique, si vous mettez soit de l'ammoniac, soit de la potasse, eh bien, la spore, et même certaines îles vont se colorer en violeté, un rouge violeté un peu. Et même sur la cuticule. Hein. Je me rappelle ce champignon, Yann Cellier me l'avait amené quand on faisait le congrès de la Société mycologique à Poitiers. Il m'avait amené ce champignon-là, à 11h du soir, on était un peu fatigués, puis je lui dis, oh mais, t'as pas de la potasse, hein? On a mis la potasse dessus. Je lui dis, ça y est, je sais ce que c'est un callistosporium. Et donc, là, on a fait la même expérience quand on l'a trouvé, à Villefermois toujours, hein, sur nos Chamaecyparis qui sont donc gorgés d'eau. Eh bien, donc au microscope, Pinicola a une toute petite spore, hein, une spore qui fait 4 par 2, 3, quoi. Hein, c'est vraiment une toute petite spore, et beaucoup plus petite que l'ensemble des callistosporiums. Alors, c'est sans doute ce que Marcel Bon avait appelé xanthophyllum, hein, Callistosporium xanthophyllum, forme minor. Je pense que Marcel l'avait mis à l'intérim, et donc cette espèce ici a été nommée par Arnold, je pense, plus tard que ce que Marcel Bon avait fait. Donc, Callistosporium pinicola, alors c'est une espèce qui est vraiment pas commune en plaine, hein. C'est une espèce déjà qui est pas commune en montagne non plus, en France, il y a, je sais pas, 4-5 récoltes. Et d'après ce que j'ai pu lire, en Europe de l'Est, c'est une espèce qui est bien connue, et il disait que ça poussait vraiment dans les régions très très humides, où il y avait des gros bois morts. Donc c'était le cas cette année, chez nous en Ile-de-France. Elle est peut-être souvent confondue avec Agenopilus, parce que là, comme ça, on pense tout de suite à Agenopilus. Oui, tout à fait. Ouais. Mais nous, on n'y a pas pensé du tout sur le terrain. On était 3, il n'y a personne n'a pensé que c'était un gynopile. Mais bon, il est petit, hein, le chapeau fait 2-3 cm. Hein, mais bon, c'est une belle espèce bon, que j'avais vu une fois déjà à Poitiers, donc j'avais peut-être un... Mais c'est pas moi qui ai donné le nom. Donc voilà, quand même, je vais vous présenter une russule, d'autant plus que celle-ci est relativement facile à déterminer sur le terrain. Alors... bon, si on a un peu d'odorat, on va sentir que ça sent la pomme, ça sent la compote de pomme, et puis donc ça ressemble, hein, si ça sent la compote de pomme, les lames sont blanches, la spore est blanche, on peut penser simplement une Atropurpurea. Donc effectivement, on est dans le groupe des Atropurpureidae, avec ses couleurs rouges, et puis noir au centre, hein, c'est une couleur assez typique d'Atropurpurea, mais si on la goûte, eh bien celle-ci, elle est complètement, on ne peut pas dire complètement douce, mais je peux dire elle est subdouce, c'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, on va sentir une petite âcreté sur la langue. Elle est quasiment douce, on est dans les Atropurpureidae, qui sont d'habitude des champignons qui sont relativement âcres, hein. Atropurpurea, on dit toujours que c'est la plus douce des âcres, hein, mais enfin elle est quand même bien âcre. On a des Atrorubens, par exemple, avec ces couleurs-là, qui sont affreusement âcres. Et celle-ci, elle est subdouce. Donc, elle s'appelle Russula poikilocroa. Alors évidemment,
celle-ci que j'ai trouvée donc à Villefermois. Là, on est dans des sapins, mais il y a des feuillus à côté. C'est pas une couleur très classique de Poikilocroa, bien que je crois qu'il y a une forme Atropurpurea qui avait été décrite. On la trouve assez régulièrement, je peux dire tous les ans, on la trouve au moins en Île-de-France, mais on l'avait trouvé par exemple au congrès de Nouan-le-Fuselier, donc dans la Sologne, donc en quantité par endroit. La couleur la plus classique, qu'on trouve la plus souvent, c'est violeté, c'est une couleur un petit peu violette. Mais comme indique son nom, Poikilocroa, croa c'est la couleur, et poikilo, ça veut dire qui change de couleur. Donc il y a une forme qui est toute jaune, par exemple, qu'on va appeler héliochroma, la forme héliochroma. Il y a une forme toute verte, qui n'est pas vraiment nommée, je pense. Et puis j'en ai trouvé des fois des tricolores, avec du jaune, du rouge et du vert, vraiment très très joli. Et donc cette Poikilocroa donc se reconnaît quand on trouve cette odeur de pomme, la spore est blanche, subdouce, elle est relativement facile à déterminer. Alors au microscope, bon, si on veut lever le doute par rapport à Atropurpurea, eh bien il faut regarder la spore. La spore de Poikilocroa est relativement globuleuse, alors que la spore de Atropurpurea est vraiment elliptique allongée. Donc il n'y a vraiment pas photo entre les deux. Et puis l'ornementation, donc, sont des crêtes sur les spores. Les deux ont des crêtes, mais qui sont vraiment de largeur et d'intensité vraiment différentes. Voilà, Poikilocroa. Alors, je suis je me pose des questions. Pourquoi Romagnesi? Alors, il a décrit dans ce groupe-là d'autres trussules, et sans doute qu'il a décrit celle-ci. Il ne l'avait pas appelée comme ça, mais dans ce groupe des Atropurpureinae, Romagnesi a décrit beaucoup de choses qui sont un peu passées sous silence. Et on peut penser qu'il avait nommé celle-ci, d'un nom évidemment différent, mais c'est un groupe assez compliqué. Je pense que la biologie moléculaire nous réserve encore des surprises dans ce groupe des Atropurpureinae. Ici, on est au congrès de la SMF dans le Cantal, et donc on était en approche d'une tourbière, donc avec un petit groupe de mycologues, là, et puis on a trouvé cette petite omphale qui poussait très très groupée. Sur un demi-mètre carré, il devait y avoir une trentaine d'exemplaires, et ils n'ont pas été repiqués, ils ont été simplement photographiés in situ, et ces deux-là ont été retournés bien sûr. Et quand on regarde au sol, on s'aperçoit qu'on a des mousses, voire des lichens. Et donc, on est donc en présence d'une lichenomphalie, c'est-à-dire c'est une omphale lichénisée en fait. Et donc, le petit groupe, on a donné le nom sur le terrain en fait, mais bon, on n'avait pas trop de mérite puisque j'avais trouvé cette espèce dans le Cantal, pas à cet endroit-là, mais peut-être à 30 km de là, il y a peut-être une dizaine d'années, et c'est ça, il y a bien, j'ai entendu oui. Non. Non, Ombellifera pousse pas c'est pas dans. C'est la première que tu avais trouvée dans ce genre. Voilà. Donc dans ce genre, j'en avais trouvé une qu'on avait appelée il y a une dizaine d'années Velutina. Mais en fait, celle-ci a été décrite autour des années 2000 et quelques, il n'y a pas très très longtemps on peut dire, et elle a été décrite de Sardaigne. Et puis elle a été retrouvée par Jean Mujala du côté d'Argelès-sur-Mer. Et moi, je l'avais appelée Velutina, ce qu'on avait trouvé il y a une dizaine d'années, parce que la littérature n'était pas très nombreuse là-dessus. Et les basides sont bisporiques. Là aussi, Velutina est donné avec des basides bisporiques. Là, mes basides étaient bisporiques. Et puis, le nom de Velutina a traîné un peu, à tel point que j'ai vu sur MegoDB une de mes photos, je ne sais pas qui l'a donné, avec le nom de Velutina, qui est un faux nom, en fait, parce que c'est pas Velutina. Et Pierre Roux, un jour, m'a dit, mais René, t'es sûr que ta photo, c'est bien Velutina? Regarde du côté de Meridionalis. Et en fait, c'est bien Meridionalis, et donc, j'avais changé le nom, Philippe, je pense que je te l'avais envoyé, donc on avait changé le nom en Meridionalis, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Meridionalis, parce que, en fait, sur le terrain, on reconnaît les deux espèces, quand on a la littérature adéquate, mais déjà, notre ami Pierre Neuville a fait une clé très très bien faite et qui montre que macroscopiquement on peut les reconnaître puisque Velutina est donnée avec des couleurs grisâtres, avec des lames grises dès le départ,
alors qu'ici les lames sont blanches dès le départ, et que la couleur est donnée comme orangé, ou brunâtre, rougeâtre. Donc on est bien dans ces couleurs, il n'y a pas de gris du tout là-dessus. Donc on est bien dans Lichena méridionalis. Donc pour l'instant, évidemment, le Cantal est sans doute la région, quand on remonte en latitude, c'est sans doute la région la plus haute où elle a été trouvée, parce que c'est une espèce qui a été retrouvée, je pense, autour de la Méditerranée. Elle a été trouvée dans de 3 sorties différentes. Oui, donc oui. Et tu te rappelles, moi j'avais trouvé à 15 km d'Orient-Montagne, donc pas du tout. Là, c'est dans la tourbière de Grèce, je crois. Hein. Rascoupé, oui, quand on montait. Elle a été aussi trouvée dans la tourbière du Jolan par Gilles Corriol. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'elle est bien implantée là-bas. On ne la trouve pas tous les ans, hein. Mais des fois, il faut la voir. Hein, plus sur des... Moi, j'avais trouvé le nom d'un talus pas facile d'accès. Enfin bon, elle n'est pas facile à repérer. Mais là, on sait vraiment où elle pousse. Je pense que quand on retournera par là-bas, on pourra la trouver. Belle petite espèce, en tout cas. Ici, toujours dans le Cantal, on venait d'herboriser le matin, et puis on est passé, en redescendant, on voit une belle prairie qui avait été pâturée, et on s'est arrêté parce que les portes étaient ouvertes, donc ça nous a permis de rentrer facilement. Et on a trouvé vous reconnaissez un coprin, évidemment, un coprin qui pousse, qui est tout rose au départ. Et donc, en regardant bien, on voit qu'il y a des petites granules sur le chapeau. En fait, ce sont des sphérocystes, même si aussi, ici, on a l'impression qu'il est un petit peu laineux, mais c'est simplement des ifs qui relient toutes ces petites, ces petits grains, en fait. Hein, puisque quand on regarde le microscope, on va trouver des cellules arrondies, ce qu'on appelle des sphérocystes. Et donc, ce champignon, on est dans le groupe des Nivei, et ce champignon s'appelle Coprinopsis pseudonivea. Alors, ce champignon a été décrit par nos amis Kiss, Ulger et Bender je me rappelle assez bien, ça devait être en 93. Et donc, eh bien, quand ils ont décrit ce champignon, en fait, ils n'ont pas du tout donné de couleur à ce champignon. C'est-à-dire, et à l'époque, j'étais en contact avec Kiss Ulger, donc le spécialiste mondial des copains à l'époque, et Kiss m'a dit, c'est pas moi qui l'ai. Je dis, il est rose, votre champignon. Elle me dit, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Bender. Moi, j'ai fait la microscopie, donc je ne connais pas la couleur. Parce que je dis, vous décrivez un champignon sans donner de couleur. C'est quand même bizarre, quoi. D'autant plus que la couleur, elle est quand même originale. Et donc, ce champignon, je le connaissais déjà depuis 2-3 ans avant qu'il le décrive. Et donc, j'en ai profité pour faire assez rapidement un article dans le bulletin de la SMF en montrant des champignons qui étaient vraiment roses, comme des malabars, hein, c'est-à-dire d'un rose vraiment criant pour montrer que ce champignon était rose et que ça n'avait pas été décrit au départ. Et il est rose petit. Quand il est jeune. Oui, parce que, évidemment, quand ils sont jeunes, ils sont bien roses. Vous voyez qu'après, le rose disparaît, là, il devient blanchâtre. Hein. Et puis après, comme les spores sont très très noirs, eh bien, par transparence, le chapeau, il est gris, il devient grisâtre, le champignon. Donc, évidemment, on ne le reconnaît pas. Alors que, vous voyez les primordiums qui sont là, ici, là, les tout petits, même ceux-là, c'est un rose très, 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 très évident. Donc, un champignon encore trouvé dans le Cantal, au fameux lieu de la Combe Noire, et donc un champignon qui pose problème quant à sa détermination, il n'est pas trop facile à déterminer. Donc c'est un champignon qui est noirâtre, comme vous pouvez le voir, et puis il y a des petites fibrilles blanches, toutes petites, innées, là, qui disparaissent assez vite. Ce champignon a tendance à blanchir par l'extérieur vers l'intérieur, vers le centre. Alors on voit des lames qui sont un petit peu décurrentes. Hein, la sporée est visiblement blanche, ça reste blanc. Donc on peut penser qu'on n'est pas loin des clitocibes, je dirais même des pseudo-clitocibes. Alors, un champignon qui a tendance à se creuser, donc on connaît les pseudo-clitocibes. Le plus connu, c'est le pseudo-clitocibes sciatiformis, il y a Expalin, Sobatra, enfin, ce genre de champignons. Mais le problème, c'est que quand on fait la microscopie, ici, les spores ne sont pas amyloïdes, alors que les pseudo-clitocibes ont des spores amyloïdes. Donc, eh bien, ce champignon avait déjà été trouvé à la Combe Noire 4 ou 5 ans auparavant. Et donc là, j'étais avec Gilles Corriol et je lui ai dit, Gilles, je crois bien savoir ce que c'est. Voilà, donc ce champignon, donc clitociboïde, on peut dire, hein, qui ressemble à un clitocybe,
eh bien, avait été trouvé, donc je disais 4 ou 5 ans auparavant, par François-Xavier Boutard, qui n'arrivait pas à le déterminer, qui avait fait la biologie moléculaire. Évidemment, c'est plus facile, et il avait obtenu un nom. Et ce champignon, c'est Musumeckia vermicularis. Je pense que pour pas mal d'entre vous, ça ne dit pas grand-chose, hein, ce nom-là. En fait, ce champignon vient du nom Musumeci, qui est un mycologue actuel, un vivant, hein, qui est suisse, mais qui vient un petit peu herboriser, souvent en France. Il vient en Alsace et il décrit beaucoup d'espèces qu'il est venu chercher en Alsace. Et donc, il avait trouvé, il y a, je sais pas, dans les années 2010, il avait déjà trouvé un champignon qui semblait inconnu pour lui, et Visini avait fait en Italie, il avait fait la biologie moléculaire, et avait créé un nom, avait créé le nom de genre Musumeckia, puisque son champignon qu'il avait trouvé, c'est pas celui-là. Il avait trouvé un autre champignon, toujours en Alsace, dans un petit village qui s'appelait Betlamans, un nom comme ça, donc il avait appelé Betlamansis, hein, donc il vient de ce village, et donc il avait appelé Musumeckia Betlamansis. Et puis, monsieur Musumeci est revenu en Alsace 2 ans plus tard, a retrouvé un champignon bizarre, celui-là, qu'il a appelé vermicularis, parce qu'ici on voit qu'il y a des cordons mycéliens, hein, nombreux à la base, donc il y a un clitocyte qui s'appelle clitocyte vermicularis, hein, ou subvermicularis, donc il avait appelé vermicularis. Et donc, quand il a fait la biologie moléculaire, il a vu que le champignon, celui-là qu'il venait de trouver, il appartenait au même genre que celui qui avait été trouvé 2 ans avant et qui lui avait été dédié. Ce qui fait que ce monsieur Musumeci a trouvé un champignon qui portait déjà son nom, de genre. C'est quand même assez... Je crois que c'est la première fois que ça doit arriver en mycologie. Le mec qui trouve un champignon, c'est son champignon. Voilà. Donc il s'appelle Musumeckia vermicularis. C'est un champignon qui est, bon, évidemment, qui n'est pas encore très très connu en France. Mais 2 jours après la récolte de celui-là, eh bien, j'en ai retrouvé un endroit tout différent. En descendant de la tourbière de trucs, et bien, plus bas, on s'est arrêté. Et puis, on a retrouvé le champignon, mais qui n'avait pas du tout cette tête-là, qui avait complètement blanchi, qui était devenu plus encrassé. Mais la forme des lamelles, et puis alors le mycélium important au pied, nous avait dit que c'était bien cette espèce. Retour dans l'Essonne ici, dans toujours une plantation de sapins que j'aime bien. Et donc, c'est pour faire encore plaisir à Patrice qu'on va montrer ce petit inocybe, donc, qui est orangé, brun orangé, avec un mamelon toujours bien formé, plus foncé. Donc, au microscope, c'est un goniosporé, c'est-à-dire ce sont des spores qui sont bosselés, avec évidemment des cystides méthyloïdes. Et donc, on est dans le groupe de petits gynosares. Hein, c'est un pendant, bon, ça ne ressemble pas du tout macroscopiquement à un petit gynosaure, mais au point de vue microscopique, c'est assez proche. Et celui-ci s'appelle Inocybe jacobi. Donc, c'est une espèce qu'on trouve évidemment assez couramment en montagne, mais en plaine, c'est la preuve que quand on a l'arbre, hein, ici le sapin, c'est une plantation de sapin, eh bien, on trouve les champignons qui sont en accord ou alors en mycorhize avec le sapin. Ah, ici, donc, on est dans les champignons qui ressemblent un peu à des hygrophores, avec des lames écartées, des lames épaisses, décurrentes, des chapeaux qui peuvent être un peu, pas gras, mais enfin, humides, disons, quand ils sont jeunes. On est très proche des hygrophores. Ici, on est dans les Camarophyllopsis. Ces Camarophyllopsis, s'il avait fallu les nommer il y a 15-20 ans, on était tranquille. On aurait dit c'est Phaeoxantha, hein, le dessus un peu foncé, marron, et le pied jaune, tout jaune. Manque de chance, depuis quelques années, des gens sont intéressés à ces champignons, et avec la biologie moléculaire, on n'y comprend plus grand-chose. Enfin, si, quand même, parce qu'ils ont fait des clés, mais les clés sont excessivement compliquées. C'est-à-dire que, eh bien, dans ce groupe Phaeoxantha, il y a environ 4 ou 5 nouvelles espèces qui ont été créées. Et une fois qu'on a fait la biologie moléculaire,
On a déterminé qu'il y avait 5 nouvelles espèces, mais il faut maintenant trouver des caractères macroscopiques et des caractères microscopiques pour les différencier. Et là, ça devient coton. Parce que la macroscopie, elle est très changeante. Alors c'est quand même embêtant, parce qu'il y a des pieds qui sont tout jaunes et qui deviennent tout marrons au bout d'un moment. Donc pour les décrire, c'est pas très facile. Et puis au niveau de la microscopie, bah, ils ont tous des spores qui se font autour de 5 microns. Alors vous voyez, entre 5 microns 2 et puis 5 microns 4, c'est pas facile. Et donc c'est pas avec les spores qu'on peut faire des différences. Alors on peut faire des différences avec les cystides. Alors il y en a qui ont des cystides sur le pied, il y en a qui n'en ont pas. Et puis quand on trouve pas grand-chose, eh bien on va chercher des choses impossibles. C'est-à-dire qu'on va mesurer les ifs du chapeau, la longueur, la largeur des ifs du chapeau. On va faire le rapport entre la longueur et la largeur des ifs du chapeau, et on va dire si le rapport est inférieur à 1,2, c'est telle espèce, s'il est supérieur à 1,2, c'est une autre espèce. Alors vous allez essayer de mesurer tous les ifs du chapeau et de faire tous ces rapports et essayer de prendre quelque chose. Donc on l'aurait nommé celui-là Phaeoxanthus. Ah oui, parce que je vous avais dit qu'on était dans les Chamarophyllopsis, mais des Chamarophyllopsis, maintenant il n'y en a presque plus. Tout est passé en Odophilus. Il doit rester 2 Chamarophyllopsis. Le type, hein, il y a un intro, comment il s'appelle celui-là, intro, je sais plus, Odophilus, atro, comment il s'appelait, Atrovelutina, Atrovelutinus, donc maintenant. Et puis, tous les autres sont passés à un Odophilus. Donc, je vous ai marqué groupe Phaeoxanthus, en attendant la biologie moléculaire. Et peut-être que celui-ci, on peut le nommer Anatinus, ou peut-être qu'on peut le nommer Micaceus. Micaceus, c'en est un qui est tout jaune, jaune de chapeau, jaune de pied. Voilà, après, il y a une autre espèce qui vient d'être créée l'année dernière, qui s'appelle Précox, mais qu'on trouve au printemps, en Espagne. Est-ce qu'on peut le trouver chez nous au printemps? Là, on était en automne, donc j'avoue que bah, on verra ce que la biologie moléculaire nous dira pour cette récolte. Et du coup, là, vous parlez de détermination qui est difficile parce qu'on a du mal à comprendre la Bible. Mais dans quelle mesure la Bible, c'est-à-dire la clé, est pertinente? Mais quand même, c'est à partir du moment, bon, le processus est le suivant, hein, donc généralement, les professionnels se mettent à travailler sur un groupe. Donc ils trouvent plein de champignons, souvent des exicata, hein, c'est-à-dire des champignons secs, dont la description macroscopique n'a pas été forcément bien faite et à fond, hein, parce que là, pour décrire une espèce comme ça, si on veut bien la décrire, faut 2 pages de description macroscopique en disant le pied est jaune, mais il va devenir brun. Donc à partir de... Bon. Et donc ces gens-là travaillent dans des laboratoires, donc on fait de la biologie moléculaire. On passe tout à la biologie moléculaire, et puis après on regarde les séquences, on aligne toutes les séquences, et on voit des différences. Donc on dit, ben là on a des espèces, hein, en fonction du pourcentage de véracité, il y a des espèces différentes. Une fois qu'on a trouvé que c'était des espèces différentes, eh bien pour nous, les mycologues de terrain, eh bien il faut quand même les décrire. Alors, il faut décrire la macroscopie, la microscopie, et je vous dis, au niveau de la microscopie, eh bien, les caractères différentiels sont très ténus, quoi, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, on arrive avec des différences qui sont très minimes. On ne sait plus quoi prendre, hein. Donc, des fois, ben, ce sont, je vous ai dit, on fait le rapport longueur-largeur sur les ifs de la cuticule, des fois sur les cystites du pied, ou sur les... On ne sait plus quoi prendre, et ça devient compliqué en dehors de la biologie moléculaire. Alors en biologie moléculaire, ça sort bien, on a des séquences différentes, on est sûr. Mais quand il faut faire des différences, là je vous dis macroscopiquement, ce sont des champignons qui évoluent beaucoup. Hein, ils sont tout jaunes au départ et rapidement ils vont brunir, ou alors le chapeau va se décolorer, blanchir quand il va sécher, et donc c'est pas très facile à décrire. Hein. Et donc... Comme tu disais qu'il y a une grande difficulté, c'est simplement pour essayer de les reconnaître macroscopiquement, mais au niveau de la biomol, il n'y a pas de... Ah ben non, au niveau de la biomol, on reconnaît bien les séquences qui correspondent à des espèces. Mais je vous dis après, si on veut trouver des caractères macroscopiques ou microscopiques même, ça devient très compliqué. Et il n'y a pas que dans ce groupe-là, dans tous les groupes c'est pareil, on va en voir encore un groupe qui est aussi pas simple. Alors ici, un petit champignon qui pousse dans les Chamaeciparis, là, encore, hein.
C'est un champignon qui est tout petit, vous voyez, ça fait 1 cm de diamètre environ. Et donc, j'ai eu la chance de trouver dans cette plantation-là 3 espèces de ce genre-là. Alors déjà, le genre, pas facile à trouver, ce sont des toutes petites spores, hein, qui font encore 4-5 microns. Et ce genre s'appelle Pseudobiospora. Alors déjà, le genre, il n'est pas simple. J'entends notre nouvelle adhérente qui dit « Oh là 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 ». Mais tu verras, c'est facile. Donc, ce sont des pseudobiospora. Et j'ai trouvé 3 espèces dans ce biotope-là. Alors, 3 espèces que maintenant, je sais macroscopiquement différencier. Ils ont à peu près toutes les mêmes couleurs. Hein. C'est du brun rosé, plus ou moins foncé. Mais je les reconnais de dessous à la couleur des lames. Alors, c'est Monsieur Bass, il y a quelques années, qui a étudié les pseudobiospora et qui a fait des bonnes descriptions avec des bonnes clés. Heureusement, on s'en sort bien. Il y en a un qui s'appelle Palidofolia. Ça veut dire Palidofolia, il a des lames qui sont toutes blanches. Ici, c'est pas le cas. Il y en a un autre qui s'appelle Pyrifera. Pyrifera, ça veut dire qu'il porte le feu. Hein. Et donc, il est plus foncé, il est rougeâtre, et les lames sont presque rougeâtres, hein, sont beaucoup plus foncées que là. Et ici, on a les lames qui sont intermédiaires, qui sont un peu blanc crème, blanc cassé au départ, et puis qui prennent un peu de rosé. Et celui-ci s'appelle Pseudobiospora laguncularis. Alors évidemment, il y a des caractères aussi microscopiques, hein, si on veut différencier ces 3 espèces qui sont proches macroscopiquement. Eh bien, je vous ai dit que Palidofolia, le premier c'est Palidofolia, il n'a pas de cystide sur l'arête des lames, donc il n'a pas de chélocystide. Et Pyrifera a des cystides qui sont clavés, c'est-à-dire qui sont plus grosses à l'extrémité qu'à la base. Et ici, on a des cystides qui sont lagéniformes, c'est-à-dire qui ont un ventre et puis un col assez étiré. Donc au microscope, on s'en sort très bien. Et en les connaissant, on s'en sort aussi sur le terrain. Pour l'instant, il y a à peu près que ces 3 espèces qui ont ces couleurs brun rosé sur le chapeau. Ici, un champignon que j'ai trouvé en Essonne sur les coteaux calcaires. Donc, on est sur une pelouse calcaire. Et donc, j'avais trouvé ce champignon. Je me suis dit, oh là là, ça c'est un hygrophore, un Cuphophilus, hein, des hygrophores qui sont un petit peu secs, là. Et puis, après, une fois que j'ai trouvé celui-là, je me suis dit, oh là là, mais il se craquelle de partout. Donc, ça veut dire, ça donne un caractère de la cuticule au microscope. Quand on voit que c'est craquelé comme ça veut dire que la cuticule est celluleuse. On peut trouver ça, par exemple, dans les plutéus. Il y a des plutéus qui se craquellent parce que la cuticule est celluleuse, c'est-à-dire formée de cellules arrondies, de cellules dites piriformes. Hein. Et donc, toutes ces cellules, elles sont serrées les unes contre les autres. Et puis, quand elles dessèchent un peu, elles s'écartent. Et donc, ça fait des craquelures dans les chapeaux. Donc, je me suis dit, oh là là, mais c'est une cuticule celluleuse, donc ça ne peut pas être un hygrophore. Et donc, en le sentant un petit peu, eh bien, je me suis dit, ben non, avec une cuticule comme ça, c'est un dermoloma. Alors, dermoloma, eh bien, après, bon, il n'y a pas beaucoup de dermoloma. Ici, les spores sont amyloïdes. Donc, déjà, on fait le tri entre les dermolomas, spores non amyloïdes et les spores amyloïdes. Et ce dermoloma s'appelle dermoloma Josrandi. Alors, pourquoi Josrandi? Ben, il a été dédié à Josserand. Josserand, en fait, avait décrit ce champignon très bien dans le bulletin de la Société mycologique de France sur à peu près 3 ou 4 pages. Donc, ça veut dire qu'il était très bien décrit. Et il l'avait appelé Dermoloma hygrophorus. Alors, très bien nommé, parce que, franchement, vous lisez la description de Josserand et vous trouvez exactement ce champignon-là. Il a décrit ce champignon-là, mais c'était, je crois, en année 1958. Et, manque de chance, il n'avait pas fait de diagnose latine, qui était obligatoire à cette époque-là. Et donc, 2 ans après, eh bien, nos amis britanniques, Denis et Horton, eh bien, lui ont chopé l'espèce, et ils l'ont très bien décrite, et ont quand même dit, au bas de la description, notre champignon ressemble beaucoup à ce que Josserand avait décrit il y a 2 années auparavant, sous le nom de Tricoloma hygrophorus. Donc, nous le publions validement, mais en le dédiant à Josserand. C'était quand même assez sport de faire ça. Et Josserand s'en est aperçu et a décrit quelques années plus tard une diagnose latine. Manque de chance, c'est ce nom-là maintenant qui est prioritaire, Dermoloma Josserandi.
Alors là, vous reconnaissez sans doute un champignon qui a des lames libres, des lames qui sont blanchâtres mais qui vont devenir roses. Donc, c'est un Pluteus. Alors, je l'avais trouvé dans un endroit, la photo n'était pas facile parce que j'étais sous des ifs, donc il faisait complètement noir, il devait être 18 heures, juste avant le coucher du soleil. Et donc, j'ai du mal à faire cette photo dans l'obscurité. Mais enfin, sur le terrain, bon, Pluteus, il n'y en a pas beaucoup, on les connaît bien. Je m'étais dit, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là. Donc, on avait l'impression quand même que c'était un peu celluleux, là, mais il était un petit peu mouillé. Donc, je me suis dit, le pied qui était un petit peu gris, là, un petit peu ponctué en haut. Donc, on dit, tiens, il doit y avoir des cystites sur le pied, là. Je me suis dit, bon, on va faire une microscopie, hein, de toute façon. Donc, voilà, la microscopie, donc, eh bien, ça, c'est l'arête des lames. Et sur l'arête des lames, on a des cystides, qu'on appelle des chélocystides. Et ici, il y a un prolongement filiforme, hein, ce qu'on appelle un rostre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben ça va, je sais ce que c'est, parce qu'il y a quelques années, j'avais trouvé un champignon qui s'appelait Pluteus insidiosus, décrit par Wellinga, et qui comportait des rostres. Donc j'ai repris ma description que j'avais faite d'insidiosus, et j'ai regardé dans la littérature. Ah ouais, mais le problème, c'est que moi, des rostres, j'en avais trouvé un seul sur l'arête, et là, il y en avait de nombreux rostres. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, j'ai fouiné dans ma documentation, et j'ai trouvé que depuis, eh bien, on avait vu l'arête, ici, on voit le pied du champignon. Ici, vous voyez, le pied, donc tous les ifs, hein, donc le pied comme ça, et qu'est-ce qu'on va sortir sur le côté des pieds? Eh bien, encore des cystides, hein, des colocystides, hein, les cystides du pied, avec des rostres, vous voyez, qui vont jusqu'à 40 microns ici, donc c'est énorme. On en voit un, même ici, en jaune, là, au fond, là, qui doit faire 60 ou 70 microns. Et donc, en reprenant la littérature récente, c'est-à-dire récente, c'est qu'il y a moins de 5 ans, là, il faut être équipé, il faut avoir de la littérature. Eh bien, tout ce groupe de Insidiosus a été repris par des mycologues, et ils ont créé 4 ou 5 espèces à partir d'Insidiosus. Évidemment, en faisant de la biologie moléculaire, mais aussi en faisant de la microscopie. C'est-à-dire que Insidiosus, normalement, n'a pas de cholocystite. Déjà, pas de cystite sur le pied, donc ça ne peut pas être Insidiosus. Alors, ils ont créé un pseudo-Insidiosus, qui lui a des cystites sur le pied, comme ça, mais très peu nombreuses. Ici, on voit qu'on en a des paquets. Donc, c'est pas du tout non plus pseudo-Insidiosus. Et celui-ci, en prenant leur clé qui est très bien faite, ma foi, hein, d'après ce qu'ils ont trouvé, il y a peut-être d'autres qui sont trouvés plus tard, eh bien, on arrive à Pluteus reisneri. Alors, reisneri, ça veut dire dédié à Reisner. En plus, donc, Reisner, c'était un mycologue qui avait donné son champignon à l'époque à Velenovsky. Et donc, ce nom de Reisneri, en fait, avait complètement été oublié, parce que ce nom avait été donné par Velenovsky, donc ça fait un siècle en arrière, hein. Et les mycologues ont repris donc dans l'herbier de Velenovsky, ont trouvé ce champignon et ont réussi à faire un épitype, hein, à retrouver quelque chose de semblable, qui avait la même microscopie, et donc ils ont repris ce nom qui avait été abandonné. Donc c'est un nom qui a un siècle et qui a été repris. Par contre, le champignon, lui, eh bien, il a été bien individualisé. Et donc, ce Reisneri, eh bien, je pense que c'est nous, pour la France, c'est pas cité pour l'instant. Hein, donc, c'est un champignon qui n'a pas été, je pense, trouvé en France. Il faudrait que je demande à Pierre Arthur, mais j'ai regardé sur Fongibase. Même le nom n'est pas inscrit dans Fongibase. Même le nom n'est pas connu. Donc, mais bon, il faut dire que c'est une publication qui est très, très récente. Un champignon que j'ai trouvé encore dans ma fameuse plantation de sapins, donc en Essonne. Ce champignon poussait en groupe, hein, on peut dire fasciculé, vous voyez. Donc celui-là, il était arraché d'ici, là. Et puis il y en avait encore 1, 2, 3, 4, un autre qui était là. Donc il poussait vraiment très très groupé. Alors au niveau du genre, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. On voit des lamelles qui sont un peu décurantes, qui sont crème, un petit peu rosées. Donc on est dans le genre rhodocible ou lépista plutôt. Rhodocible, les lames seraient peut-être un peu moins décurantes, mais on est dans les lépistes.
je me suis dit quand même, ce lépistes, il pousse en plein bois. Vous voyez, il y a des aiguilles de conifères, là, bon, il y avait quelques feuillus un peu plus loin. Et surtout, on ne voit pas, par exemple, dans Panéola, on aurait une couleur beaucoup plus grise, et puis des gutules ici sur l'extérieur qu'on ne voit pas, là. On voit un espèce de petit cercle ici, mais qui n'est pas sur tous les autres champignons. Et donc, en cherchant un peu dans la littérature autour des Lepista, eh bien, je suis arrivé à Fasciculata. Donc, c'est un champignon qui n'a pas été beaucoup nommé. Je pense que, bon, il faudra vérifier au niveau de la biologie moléculaire, hein, mais il est bien décrit avec des couleurs brun clair, enfin, qui correspondent à ça. Hein, Panéolina, Lepista panéola vient en endroit dégagé, souvent dans les clairières, voire dans les prairies. Hein. Il a des couleurs gris foncé, gris ardoisé, donc c'est pas du tout, il ressemble pas du tout à cette espèce-là. Ici, on arrive au mois de décembre, il n'y avait plus beaucoup de champignons, et puis, bon, il faut quand même sortir, il y en a toujours des champignons. Et donc, j'avais trouvé cette pésise, qui était, bon, d'une couleur assez pétante, hein, c'est-à-dire un orangé rougeâtre, il y en avait d'autres même qui étaient plus rouges que ça, un petit peu à côté. Et donc, les pésises, eh bien, sans microscopie, c'est quasiment mission impossible. Et donc là, en regardant la spore, dans le bleu, on voit des épines qui sont un petit peu arrondies, hein, à l'extrémité, et puis qui sont même groupées par deux, souvent. Hein. On ne peut pas dire que la spore est réticulée, mais il y a comme des petits départs de réticules. Hein. C'est des spores qui ont tendance à être, enfin, des épines qui sont collées les unes sur les autres. Et donc, ce champignon s'appelle Pezisa saccardoana. Alors, dans la littérature même récente, on trouvait le nom de Saccardiana, mais Monsieur Saccardo, eh bien, il méritait qu'on lui mette un O et pas un I ici. Et donc, dans les pésises rouges comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a une rouge qu'on appelle Pezisa depressa, qu'on avait trouvée cette année encore à Villefermois, qui est rouge, d'un rouge peut-être encore un peu plus vif que ça, avec une spore aussi qui a des épines, mais dans Depressa, on a des épines qui sont vraiment isolées, et puis la spore est beaucoup plus allongée que dans Saccardoana. Donc voilà, c'est une belle espèce en tout cas qu'on voit de loin, si j'ose dire, et qui ne semble pas fréquente. Hein. Moi, je n'avais jamais trouvé cette Saccardoana. Pardon? 5, ça peut aller jusqu'à 6 cm à peu près. Hein. Alors que Depressa, c'est une petite espèce qui fait 3-4 cm de diamètre. Mais la spore est franchement différente. Ici, on arrive au 31 décembre. Et avant de réveillonner, j'ai fait un tour dans mon jardin, parce que j'avais vu des petites choses qui poussaient. Et donc ici, on voit un champignon avec des lames décurrentes, et puis les lames qui commencent à être un petit peu rosées. Donc, on risque de tomber dans le genre Antholoma. Eh bien oui, ce jour-là, le 31 décembre, il avait gelé quand même au mois de novembre. Vous vous rappelez, mi-novembre, on avait déjà eu des gelées. Bon, j'ai la chance d'avoir un jardin qui est un peu préservé, il y a beaucoup de végétation, et les champignons savent vraiment se planquer pour pousser sur des endroits un peu préservés, même s'il a fait -2, 3-4 jours avant. Et ce jour-là, du 31 décembre, j'avais quand même 3 antholomes dans mon jardin. Alors, en antholome, il y avait celui qu'on avait trouvé déjà au mois de janvier, il a repoussé cette année. Et la preuve qu'il a poussé il n'y a pas longtemps, parce que il y en a un, donc le Psammophyloebes qui est là en exposition, mais celui-ci est bien différent. Un chapeau fait 1 cm à tout casser de diamètre, hein, vous voyez, par rapport aux petites tiges là, on voit qu'il n'est pas gros, hein, il a un pied court, donc on est dans la section ou le sous-genre des Clodopus. Et donc, il a fallu fouiller dans la littérature. Notre ami Jordi Villa, hein, je ne sais pas, je n'ai pas rendu hommage à Jordi Villa parce qu'il avait décrit aussi le Psammophyloebes. Et Jordi, qui était un mycologue catalan, nous a quittés le mois dernier. C'était un excellent mycologue et donc il avait aussi décrit ce champignon. Donc on fait la microscopie de ce champignon et voilà, sur l'arête, on trouve donc des cystides qui sont très appointis, très allongés, hein, avec des ventres souvent avec une cloison comme ici, ou alors 2 cloisons comme là.
Et puis ça, c'est une jeune basile, une basidiole. Enfin, on commence à voir ici un début de stérigmate, mais des cystites qui sont très larges, qui font 15 microns de large. Pour un petit champignon comme ça, c'est assez étonnant. Et on a des spores qui sont plus ou moins, on appelle sub-isodiamétriques. Isodiamétriques, ça veut dire qu'elles ont la même longueur que la largeur. Hein. Elles ont la même largeur que longueur, comme ici, par exemple, on en voit, où elles sont un peu plus allongées ici. Mais elles sont sub-isodiamétriques. Et donc, avec tous ces caractères, je suis arrivé à la détermination de Antholoma graphitipes, format cystidiatum. Alors cet Antholome graphitipes, pour ceux qui ont les bouquins de Ludwig, il existait, parce que c'est Ludwig qui avait décrit graphitipes dans les années 80, 1982 je crois. Il avait décrit un graphitipes, mais qui n'avait pas de cystide. Et nos amis espagnols ont trouvé ce champignon en 2 ou 3 stations du côté de Barcelone, hein, et donc avec des cystides, comme je viens de le montrer. Disons qu'on est... Bon, j'ai pas fait la biologie moléculaire encore de cet Antholome, mais disons que la macroscopie, enfin leur photo est la même que ma photo, quoi. Macroscopiquement, c'est exactement ça. Ils décrivent un brun un peu clair avec un petit... un disque un petit peu noirâtre, donc un petit pied, une dimension de 1 cm de large, et puis ces cystites qui sont exactement comme celles qu'on vient de voir. Donc je pense que ma détermination doit être exacte. Évidemment, il y a tellement de champignons dans ce plat qu'il faut confirmer avec la biologie moléculaire. Alors, j'ai regardé sur Fongibase, apparemment, l'Antholoma graphitipes, donc, qui n'a pas de cystide au départ, a été trouvé par Pierre-Arthur Moreau dans le nord de la France. Par contre, cette forme cystidiatum n'est citée nulle part. Je l'ai vu nulle part. Donc, à part la description originale en Espagne, disons que ce champignon-là n'a pas été recité ailleurs. Enfin, du moins, j'ai aucune publication qui permette de dire que ce champignon-là a été retrouvé depuis les récoltes espagnoles qui datent de 2012 ou 2015. Par là. Voilà, donc on finit l'année, on est le 31 décembre, l'année est finie, donc je suis obligé de m'arrêter. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas.